Et chers téléspectateurs, pour plus d'explications sur ce sujet, nous rejoint par téléphone Dr Ribio Nzeza, qui est directeur du département de la culture à l'Université Senghor. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Ribio Nzeza, premièrement, quelle est l'importance de l'inauguration du nouveau campus de l'Université Senghor à Bourg El Arab, Alexandrie, pour l'Égypte et pour le continent africain tout entier? L'inauguration du nouveau campus à Bourg El Arab témoigne de l'implication de l'Égypte dans la coopération francophone. Ça démontre le rôle important que le pays joue dans la formation des cadres, la formation des jeunes pour le développement du continent africain. Et cela passe par l'éducation. Et l'éducation, la formation exige des conditions convenables de travail, d'études, et c'est ce que ce nouveau campus offre. Et c'est donc vraiment une contribution de l'Égypte au développement du continent africain par la formation dans le cadre de la coopération entre les pays francophones, particulièrement ceux d'Afrique et d'Haïti. Comment interprétez-vous une inauguration avec une participation du président français et du président égyptien pour le nouveau campus? La francophonie comprend 90 États et gouvernements, mais dans le cadre du projet de l'Université Senghor, l'Égypte et la France ont joué un rôle important. À part Senghor lui-même, on peut noter des personnalités françaises comme René Jean Dicouy, Maurice Druon et l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali, qui ont contribué à la formation, à la création de l'Université Senghor, et leur engagement a continué, la France par son soutien matériel et l'Égypte par le siège, le premier siège, le siège initial. Et aujourd'hui, avec le nouveau campus, cela renforce un peu l'implication de ces deux pays dans le projet de l'Université Senghor, et ce qui est un élément important, matérialisé par la présence de ces deux chefs d'État. Oui. Selon vous, pourquoi la région de Bourg El Arab a été choisie pour ou héberger le nouveau campus de l'Université Senghor? C'est une très bonne question à poser peut-être aux autorités égyptiennes qui ont fait le terrain, mais à mon avis, il y a trois raisons. La première raison, disons deux raisons. La première raison, c'est que Bourg El Arab est aujourd'hui un pôle universitaire. Et nous avons l'université Senghor, nous avons l'université égypto-japonaise des sciences et technologies qui existait bien avant nous, et la cité de la recherche scientifique et des applications technologiques. Pour moi, c'est la première raison. La deuxième raison aussi, c'est que Bourg El Arab devient un laboratoire de diversité culturelle, de coopération scientifique, parce qu'il n'y a pas simplement l'université Senghor qui reçoit plus d'une vingtaine d'étudiants, des étudiants venant d'une vingtaine de pays, mais il y a aussi ICAS qui accueille des Égyptiens et des Africains venant d'autres coins du continent. Et ça, c'est un point important. Et la deuxième raison, selon moi, c'est que Bourg El Arab est un pôle industriel. Donc, en implantant l'Université Senghor à cet endroit, l'idée est de favoriser la relation entre le monde du travail, représenté par toutes ces entreprises, et aussi le monde de l'éducation, de la recherche, ce qui permet à nos étudiants d'être vraiment, au sortir de la formation, bien formés en connaissant les réalités du monde professionnel qu'ils auront palpé du doigt. Comment l'Université Senghor peut-elle contribuer au développement et au renforcement des capacités des pays africains? L'Université Senghor le fait déjà depuis plus de 35 ans. L'université est vraiment active dans la formation de cadres. Ce n'est pas quelque chose qui commence maintenant. Nous avons déjà un public d'étudiants à Alexandrie qui sont formés au niveau du master. Nous avons un public encore des professionnels plus avancés au niveau des 17 campus dont nous disposons, 16 en Afrique et 1 en Europe, en Hongrie. Nous avons aussi des cadres dans les pays, dans des administrations, des cadres des organisations internationales, des fonctionnaires internationaux qui sont formés à travers des certificats en présentiel que nous organisons un peu partout sur le continent. Nous nous intéressons aussi à un public général, qui soit spécialisé ou pas, à travers des cours en ligne ouverts et massifs, qu'on appelle des MOOC. Et nous avons aussi des formations à distance en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour venir à Alexandrie, mais qui ont besoin d'un diplôme. Nous avons plusieurs diplômes d'université
en ligne, et cela dans tous les grands domaines de développement, que ce soit la gouvernance, la démocratie, les aires protégées, les politiques nutritionnelles, la gestion du patrimoine culturel, la gestion de risques. Donc nous couvrons les grands axes thématiques qui concernent le développement du continent en touchant tout type de public. Et cela en commençant depuis 1990 et progressivement en améliorant notre offre de formation. Très bien. Comment l'université peut-elle contribuer à former des dirigeants africains capables de relever les défis du développement? Moi, je pense que déjà, il y a des leaders et dirigeants africains qui sont passés par l'université Senghor, n'est-ce pas? Oui, évidemment, il y a des grands leaders. Nous avons eu hier à la cérémonie M. Omar Diop qui dirige une grande structure qui s'occupe d'améliorer la desserte en eau et en électricité au Sénégal d'un portefeuille de près de 600 millions de dollars dans le cadre de la coopération avec les États-Unis. Et puis nous avons une ancienne commissaire européenne qui est d'ailleurs égyptienne, Madame Hamadi Abou Zeid, qui est sortie de l'université Senghor. Il y a des ministres aussi, il y a un ministre sénégalais de la solidarité qui était présent également. Donc, il y a plusieurs exemples à donner, je peux juste me limiter à cela. Ça veut dire que l'université Senghor a contribué à la former des cadres qui sont actifs sur le continent. Oui. Quand on parle des spécialités que vous voyez tellement utiles pour être déployées dans le continent africain, selon vous, quelles spécialités sont les plus importantes qui sont, je dirais, requis pour le développement des pays africains? Il faut faire des choix, c'est assez difficile parce que chacun va prêcher pour sa chapelle. Mais nous, à notre niveau, nous essayons de couvrir les domaines majeurs. Donc la culture, c'est important. Nous sommes en Égypte. C'est vraiment un pays de culture et l'Afrique a une diversité, une richesse culturelle à mettre en valeur et même sur le plan économique. Il y a la question des infrastructures aussi pour mener des grands projets de développement. Il y a des questions de ressources en eau, des questions de ressources naturelles, questions des aires protégées sur les continents. Il y a des questions aussi de santé, des politiques de santé. Vous avez vu à l'époque de la Covid comment l'Afrique s'est battue. Donc il faut des politiques de santé globales qui permettent de pouvoir permettre au continent de s'en sortir, à la fois avoir des citoyens, des personnes en bonne santé aussi bien formées et qui peuvent transformer les richesses du continent, les ressources du continent en richesses réelles pour la prospérité partagée sur le continent. Et nous le faisons toujours dans l'optique de l'agenda 2163 pour avoir une Afrique vraiment que nous voulons comme l'indique si bien l'Union africaine. Certainement. Alors, Dr Ribi Onzeza, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je vous souhaite succès et prospérité pour les générations à venir dans l'université de Senghor. Merci à vous. Je répète que vous êtes directeur du département de la culture à l'université Senghor. Chers téléspectateurs, à présent, une petite pause.